ma star d'un soir. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star d'un soir. Cette semaine, à Star d'un soir, Pierre Lalonde reçoit Jacques Boulanger, Jeannot Bergeron et Luc Plamondon. Star d'un soir à ne pas manquer, mercredi 19h à CKTM le 13. Parce que les enfants sont des enfants, beaux, innocents, fragiles, ils se brisent facilement et pour longtemps. Faites venir votre brochure gratuite, des enfants maltraités, des solutions. Vous pouvez peut-être aider quelqu'un. Surveillez vos médicaments. Le petit bouchon de sécurité vous dit... Si vous avez des enfants, pensez-y. Il existe un bouchage de sécurité, Qui n'est pas à toute épreuve. mais qui les protège. Évidemment, gardez quand même vos médicaments hors de la portée des enfants. Les fabricants d'analgésiques et autres médicaments offrent leurs produits dans des contenants à bouchons de sécurité. Un message du Conseil de la santé familiale du Canada. Surveillez vos médicaments. Jeannette Lambert, on l'accueille. Bonjour, Madame Lambert. Vous êtes sur moi aujourd'hui? Comment tu es le Par derrière, comme ça. Je peux m'attendre au pied. Elle est toujours derrière. C'est pas vrai. Je ne sais pas de votre âge. Non. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Vous savez qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai, hein? Madame est encore à Ottawa. Je ne sais pas où elle était. Où étiez-vous? Vous étiez là, derrière. Derrière, Dans l'ombre, pendant elle que est vous étiez toujours au soleil. derrière. C'est vrai, je ne l'ai pas vu. Ah oui, j'étais là. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une chose extrêmement importante pour les gens du troisième âge. Ce Vous sont faites peur. Non, ben ça peut être un petit peu inquiétant parfois. Ce sont les actes criminels envers les gens du troisième âge. La violence, vous savez ce qu'on entend dire ces dernières semaines à la radio, dans les journaux, à la télévision, aux nouvelles. Il y a toujours des gens qui sont agressés. On leur vole leur bas de C'est plus souvent des jeunes. C'est plus souvent des jeunes, vous avez raison. Mais pour nous parler de tout ça, j'ai une invitée qui s'appelle Paul Morin, qui est criminologue et qui a travaillé... Je connais mieux pas. Je vous laisse avec votre criminologue. Elle n'a pas l'air d'un criminologue du tout. Oh, c'est encore drôle. Paul Morin, vous avez travaillé au CLSC Saint-Hubert à mettre sur pied, je pense, un programme d'aide aux victimes. Oui, j'ai travaillé pendant 2 ans. Le projet a terminé en septembre dernier. Ça s'appelait Victimaide et c'est maintenant un service qui est offert définitivement au CLSC Saint-Hubert. Et c'est le seul, je pense. En ce moment, qui c'est le offre seul ce qui existe. service-là. Il y en a déjà eu d'autres, mais en ce moment, c'est le seul qui continue à offrir des services. On entend beaucoup parler de criminalité, de violence par rapport aux personnes âgées. Est-ce qu'effectivement les statistiques sont aussi terribles qu'on pourrait le croire? Mais en réalité, les statistiques sont pas si terribles que ça. Ce qu'on remarque, c'est que ce sont les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont le plus souvent victimes de crimes et le plus souvent victimes de crimes violents. Quand on parle des personnes de 65 ans et plus, ce qu'on peut voir finalement, c'est c'est le groupe qui est le moins souvent victime et le moins souvent victime de crimes violents en plus. Alors ça change beaucoup là, les croyances populaires finalement. Ce qui fait que finalement, ce sont les médias qui amplifient beaucoup la situation. D'une certaine façon, c'est qu'on a tendance à généraliser ce qu'on voit à la télévision ou dans les journaux. Et ce qu'on retient le plus, ce sont les actes les plus frappants, les actes les plus violents. Alors qu'en réalité, c'est pas si sérieux que ça. Et il y a aussi, je pense, le bouche à oreille qui vient souvent là, faire grossir tout ce phénomène-là. Peut-être aussi que ça finalement. nous révolte plus de voir qu'on attaque des gens âgés. C'est comme quand on s'attaque à des enfants. Je pense on qu'il y est a beaucoup ça plus aussi révolté qui, et ça prend une ampleur beaucoup plus importante. grande. Alors, c'est certain que ça a un effet, ça aussi. Mais finalement, les gens du troisième âge développent énormément de peur quand ils entendent parler de ces agressions. Ce qu'il faut se dire quand on parle d'actes criminels, c'est que pour les personnes âgées, c'est vraiment un sujet sur lequel ils vont penser beaucoup. Et le problème, c'est qu'elles en viennent à avoir suffisamment peur pour que le problème de la peur du crime soit encore plus grand que le problème si on était victime d'un crime. Et je pense qu'elles ont peur d'une certaine façon parce qu'elles se sentent vulnérables
parce qu'elles sont isolées, elles n'ont pas toujours autant de contact que le reste de la population avec les ressources, avec les organismes. Elles n'ont pas toujours l'impression d'avoir autant de moyens que les autres. Et il y a aussi le fait qu'elles se sentent peu en sécurité dans leur quartier. Elles habitent moins leur quartier que les autres et habitent parfois des quartiers défavorisés. Et on identifie souvent quartiers défavorisés à quartiers à haute population criminelle. Alors, ce sont des éléments qui sont vraiment très importants au niveau de la façon dont ces personnes-là se perçoivent comme pouvant être victimes. Et finalement, moins on est en bonne santé, plus on se sent vulnérable, moins on se sent capable de réagir à toute la nouveauté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va être plus victime. Alors, c'est là la différence. On se sent plus vulnérable, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est en réalité. Le dernier point qui joue aussi sur cette peur-là, c'est le fait qu'on anticipe beaucoup sur ce qui pourrait nous arriver si on était victime d'un crime. Alors qu'on regarde, toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées à l'intérieur de mon travail vivaient pas des traumatismes ou autant d'anxiété qu'on pourrait se l'imaginer suite à un cambriolage ou à un vol sur la rue, qui sont parmi les actes criminels dont les personnes âgées sont le plus souvent victimes. Au contraire, elles me parlaient beaucoup plus de problèmes qu'elles vivaient dans leur entourage, de problèmes qu'elles avaient de contact avec les autres personnes dans la famille. Finalement, elles exprimaient beaucoup de solitude, beaucoup plus que de la peur, de l'anxiété suite à ce dont elles avaient été victimes. Et j'imagine que cette peur et cette anxiété entraînent un retrait encore plus important de la vie active et de la société. C'est ce qui arrive. C'est que finalement, c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe. Plus la personne a peur, plus elle a tendance à couper les liens avec les personnes qui pourraient l'aider au bout de la ligne, plus elle a tendance à rester de plus en plus chez elle et à éviter finalement les activités intéressantes. Et tout ça fait qu'au bout de la ligne, tout son bien-être à cette personne-là peut être dégradé. C'est qu'elle a une vie moins intéressante, la peur fait monter beaucoup l'anxiété, ça peut même aller jusqu'à affecter la santé des personnes. Alors, il faut réagir à cette peur-là. Il ne faut pas se laisser prendre par tout ça. Et comment réagir? Bon, il n'y en a pas des solutions miracles. C'est bien dommage. J'aurais aimé ça vous arriver avec une solution miracle, mais il n'y en a pas. Il y a des petits trucs, par exemple, qu'on peut vous donner. C'est qu'on remarque que les personnes âgées sont parmi le groupe de personnes qui connaissent le moins les projets de prévention et qui connaissent le moins les trucs pour prévenir le crime. Alors, il faut s'informer, il faut savoir ce qui est disponible et les policiers sont là pour donner une bonne information. Surtout que les personnes âgées ont un très bon contact avec les policiers. Alors, d'autant plus, c'est une raison de plus pour aller vers ces personnes-là. Il faut aussi avoir des activités intéressantes. Il faut habiter son quartier, connaître les gens qui y travaillent. C'est une façon d'avoir moins peur de son environnement, de se familiariser avec les ressources qui existent et d'aller les rencontrer si jamais on a besoin d'aide. Et un coup de téléphone à donner, peut-être en cas de besoin, c'est son CLSC. Le CLSC est en effet une bonne ressource. Si ce n'est pas l'endroit qui peut nous donner service, ils vont souvent nous référer ailleurs. Mais il y a aussi d'autres ressources qui sont importantes à connaître. Il y a tous les clubs pour personnes âgées, des groupes comme l'AQDR, qui est l'Association pour la défense des droits des retraités et pré-retraités, qui peuvent donner des bonnes informations aux personnes en même temps que de vous aider à développer des loisirs intéressants qui peuvent aussi finalement vous aider à avoir une vie plus intéressante et automatiquement à vous sentir mieux dans votre environnement. Il y a aussi les services de police qui peuvent vous offrir des services d'évaluation un petit peu de la sécurité à domicile. Ils peuvent aller chez vous, voir ce que c'est qu'ils pourraient vous conseiller pour que votre domicile soit plus sécuritaire par rapport au cambriolage, des choses comme ça. Il y a aussi la Commission des droits de la personne qui peut vous aider dans des cas où vous seriez victime de situations où vous sentirez que vos droits sont lésés. Il y a certains services qui sont spécifiques aux victimes d'actes criminels. Il y a un service pour les témoins qui est offert au Palais de justice de Montréal. Ce service-là, vous y avez droit quand vous avez à vous présenter au Palais de justice. Il y a toujours le service Victimaide pour les gens de Saint-Hubert seulement, malheureusement. Et il y a le service d'indemnisation pour les victimes d'actes criminels à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Alors, je pense qu'avec ça, vous avez un bon éventail de ressources. D'ailleurs, dans une autre chronique, je ne sais pas exactement à quelle semaine ou à quelle date, mais nous reparlerons de la question avec des gens de la Sûreté du Québec qui viendront nous donner des petits trucs, des conseils, des moyens pour être mieux protégés. Paul Morin, je vous remercie beaucoup de cette collaboration. On se retrouve dans haut. Il y a autre chose? Oui? Il y a beaucoup de numéros de téléphone dans la nouvelle édition du Guide des aînés. Par rapport à la sécurité? Absolument. Vous fouillez ça, vous allez trouver des numéros de téléphone intéressants, tous les numéros des CLSC. Je termine là-dessus. On se retrouve après ça.
recevoir à Billy Lunch le réalisateur du film Les Fous de Bassin, Yves Simoneau. Louise Hélénoul nous parle du 5e anniversaire du Centre de femmes à Shawinigan. Claude Trudel pour la chronique de disques et des spectacles. La question pour le concours laser. Qui a réalisé le film Les Fous de Bassin? Pour répondre à la question, regardez Billy Lunch jeudi 11h30. La douceur de vivre, elle est au domaine des Récollets. Les constructions Gilles Chesnay vous offrent de spacieux appartements 4 pièces et demie, parfaitement insonorisés, avec des prix très abordables. Certains semi-meublés et près de tous les services. Choisissez la douceur de vivre. Visitez nos appartements 4 pièces et demie en vous rendant au 3800 Laurent Letourneau à Trois-Rivières, appartement 5, ou encore composez 373-3049. La douceur de vivre, elle est au domaine des Récollets. JR Électronique, le plus grand centre en électronique au cœur du Québec, vous présente sa vente surplus d'inventaire. Avec 10 000 pieds carrés de plancher, un département de service complet et le plus grand club vidéo en région, JR Électronique est en mesure de vous garantir le plus grand choix et le meilleur service. JR Électronique est heureux de s'associer à Panasonic pour vous offrir des appareils de qualité à des prix jamais vus. Panasonic et JR Électronique profitent de la vente surplus d'inventaire pour réduire jusqu'à 50% le coût de certains appareils. JR Électronique, 5115 boulevard Jean 23, Trois-Rivières. Depuis 1980, les 750 bénévoles d'Albatros ont accompagné jusqu'au dernier stade de la vie 450 personnes, âgées entre 4 et 92 ans. Ils ont aussi apporté support et réconfort à toute leur famille. Cette année, la campagne de financement d'Albatros 04 est sous la présidence d'honneur de M. Robert Bonneau, président de Télévision Saint-Maurice. Souscrivez généreusement. Albatros a besoin de votre appui. Avec Albatros, ensemble jusqu'au bout. Et on accueille maintenant. Est-ce qu'on dit frère, on dit monsieur maintenant? Vous le disiez. Pendant bien des années, on vous a dit frère. Monsieur Marcel Allary. Changement. Hein? Pourquoi pas, Mario? Je n'ai pas eu l'occasion tantôt de vous remettre ça, mais accepter de la part du conseil municipal dont j'ai le désir de diriger les armoiries de la ville. Vous avez dit? Oui, c'est très bien. Vous les avez, vous? Ici, les armoiries de la ville. Évidemment, vous, c'est l'ordre du mérite, Saint-Bruno. Et vous allez voir pourquoi il a eu ça. Bien, c'est joli. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous avez des explications, d'ailleurs, à l'intérieur. Ça va m'aider. Non, mais c'est pas ce que je jure, mais clair, je suis sérieux. Pour vous remercier de votre gentillesse d'avoir reçu les citoyens de la façon que vous l'avez fait aujourd'hui. Ben, c'est vous qui avez été aimable, c'est vous qui avez été gentil. Ça va-tu continuer? Hein? On va continuer à être aimable. On commencera pas à dire des choses. Bon, j'ai hâte de parler de la ferme et tout ça, ça va être intéressant, mais je suis curieux. Il y a 60 ans, comment est-ce qu'on rentrait chez les frères? Peux-tu vous poser cette question-là? D'abord, on rentrait chez les frères, mais en rentrant, là, si on décidait de rester, c'était 5 ans sans aller voir nos parents. 5 ans. Moi, je suis rentré en 29, puis je suis allé voir mes parents en 35. Il y a quel âge? J'avais 16 ans quand je suis rentré en communauté. Je suis arrivé à Saint-Bruno à 18 ans. 2 années de formation religieuse. Ça, ils m'ont placé sur la ferme que... C'était un frère recruteur qui vous avait recruté? Oui. Comme ça? Il venait puis il disait la vie chez les frères, c'est une vie merveilleuse. Ben, c'est parce que nous avions des frères Saint-Gabriel à Saint-Anne. Ouais. Qui me trouvaient un petit peu sérieux. Je sais pas si je l'étais en réalité. Ça va faire un bon candidat. Là, je suis décidé à rentrer en communauté. Je peux vous poser des questions sérieuses dans 2 minutes. Celle-là, vous ne l'avez pas regretté. Non, mais on le gratte toujours un peu de temps en temps. Non, mais c'est comme toute autre chose. On le gratte de temps en temps, des fois aussi. C'est comme toute autre chose. Il y a un haut et un bas. Dans la communauté, c'est pareil. C'est bien. Mais réellement, je remercie Seigneur d'être comme je suis actuellement. Il n'y a pas de danger qu'un frère recruteur soit venu me voir quand j'avais 16 ans. Ben, encore drôle. Je vais Claire Saint-Viateur. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est peut-être autre le mot. Ben oui. Ça le tient. Attends pas avec ma bébête, là. Bon, allez, on va parler un peu. Donc, vous êtes arrivé à 18 ans à Saint-Bruno. Vrai village. Le budget municipal, 900 piastres. 2000 personnes. Oh non, comme population, je pense qu'il y avait à peu près 1000 personnes. Arrête donc. En 31. Quand vous êtes arrivé là, les frères Saint-Gabriel, est-ce qu'ils avaient déjà toute une partie de la montagne? Ah oui,
À peu près la même grandeur qu'on avait, là, 1200 arpents de terre. C'est-tu beaucoup, 1200 arpents? Oh, c'est Hein? grand. C'est un bon carré? Non, je pense que moi, arpent, ça me dit rien du tout. 1200, c'est... Un arpent, c'est 180 pieds. 180 par 180. 180, 1200 fois 180, oui, ça commence à être un... Oui, ça commence à... Hein? Comment ça fait que les frères... Savez-vous comment le gouvernement qui avait donné ça aux frères ou quoi? Nous autres, on a acheté les pères jésuites. Les pères jésuites sont arrivés à Saint-Bruno en 1910. Nous autres, on a acheté les pères jésuites en 1922. On a mis possession en 1923. Savez-vous combien ça devait coûter de l'arpent à l'époque? Bon, ça doit être terrible. Franchement, je ne l'ai jamais su le prix qu'on a vendu. En tout cas, j'ai su le prix qu'on a vendu au gouvernement, là, quand ils l'ont exproprié pour faire un impact provincial. Ça se dit ça? Ben, c'est 4 millions. Avec les intérêts et tout. À diviser au nombre de frères qui restaient? Oh non! À toute la communauté. Monsieur Allary, un des principaux industriels de la place maintenant, tu comprends? Ah, non. Alors, il en reste pas mal. J'ai tellement de questions, il pose. Il en reste encore des gens de ses frères aujourd'hui? Oh, très peu, très peu. Non, très peu. Il en reste combien sur frère Saint-Gabriel en province de Québec? En province de Québec, on est 127 à peu près. Combien vous l'avez vendu déjà? Ah oui, mais une communauté, c'est... Ben, communauté, ils n'ont pas d'argent. On est dans tout l'univers, dans tous les continents. Alors, on aide tous les autres frères de différents endroits. OK. Donc, on a combien il y avait quoi sur cette ferme? Il y avait des choses énormes. Nous avions une ferme toute très bien montée. La vraie ferme, là, je veux dire la ferme, on parle des vaches, on parle des choses comme ça, là? Oui, commencé, on étions 24 frères. Ça, il n'y a pas de montagne, là. Pas de montagne, ça, c'est sur le rang des 25. C'est la ferme, ça? Oui, la ferme. On va montrer ça d'abord. Nous avions 160 bêtes à cornes en tout. C'est de la bête à cornes. Oui. C'est du lait, ça, monsieur. Ah oui. On a traité jusqu'à 100 vaches à lait. 100 vaches à lait. D'habitude, c'est 80. Bon, à part des vaches, il y a autre chose. Bon, on avait les pommiers. On avait 5000 pommiers. 5000 pommiers, c'est pas extraordinaire. Oh, mais quand on est dedans, là, on a ça, c'est de l'orage. Ouais, je pensais qu'il était pour le dire, c'est pas toi qui ramassais les pommes, jeune homme. Non, mais il y en a des plus importants, par chez vous, 5000 pommiers, il y a des plus importants que ça, des pommiculteurs. Pas Saint-Bruno? Saint-Hilaire, à côté où il y a des pommes, là, Saint-Hilaire. 5000 pommiers. Il y avait 18 sortes de pommes. Même j'avais un pommier, là, que j'avais 20 sortes de pommes dedans. Un pommier que j'ai greffé moi-même. Ça, c'est merveilleux, ça. On peut greffer à peu près n'importe quelle sorte de pomme sur le même pommier, hein, à peu près. Ah oui, j'ai même la photo sur moi. Montrez-moi ça, il y a une photographie. Avez-vous déjà vu ça? Au lieu d'aller au marché, un pommier, 20 sortes de pommes. Venez ici, si vous désirez. Évidemment, sur la photo, ils ont tous l'air pareil, vos pommes. Ça rien. On va les regarder pareil. Enfin, on va vous croire sur le parole, vous êtes honnête, à l'heure, vous me l'avez prouvé, hélas. Ça ne pas à pomme. Il y a 20 sortes de pommes, c'est merveilleux. Ça prend combien de temps faire ça? Des années, hein? Bon, j'ai pris 7 ans. 7 ans pour faire ça. OK. À part des pommes, il y avait autre chose, mon cher. Nous avions des poiriers. D'abord, vous aviez tout un arboretum, hein? C'est ça qu'on dit? L'arboretum, c'est le frère Gabrieliste qui a fondé ça avec le frère Marie-Victorin, que tous les gens connaissent, c'est un frère des écoles chrétiennes. Oui. Il est allé chez vous souvent, hein? Il y avait combien de différentes essences chez vous d'arbres? 160 essences d'arbres dans l'arboretum. C'est ça qu'on s'aperçoit que il faut le dire, il faut en profiter pour le dire quand ça passe. Les communautés religieuses, le rôle que vous avez pu jouer très souvent. Très souvent. Si on n'a pas le temps dans le monde, on n'a pas le temps de faire des choses comme celle-là, c'est quand même les communautés religieuses qui ont poussé des choses. On pense à Marie-Victorin, on pense à chez vous, sur la montagne, à cet arboretum, à ses études. Ça, c'est absolument merveilleux. Ça, en plus, nous avons aidé beaucoup les cultivateurs durant des 25, beaucoup, en toutes sortes de réparations de voitures, toutes ces choses-là. Là. Comment ça? Pas vrai, n'est-ce pas de minute. Vous aviez des abeilles, attendez. Oui, nous avons jusqu'à 200 ruches d'abeilles. À un moment donné, le gouvernement est arrivé là, il vous a donné une certaine somme d'argent, c'est normal, parce que c'est une montagne. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la ferme? Alors, la ferme, ils font la multiplication des semences. La ferme existe encore? Oui, oui. Elle est gouvernementale? Gouvernementale. Et puis, non, ils sont non plus. Nous autres, on nous a fait en camp. En 76, on a fait en camp.
Et là, avec le gouvernement, actuellement, il se rend des bâtisses pour le grain, puis la terre, puis sa multiplication des semences. Donc, la vocation continue encore un peu. Oh, oui, la vocation agricole de la ferme. Ce qu'on faisait. L'arboretum, qu'est-ce qui est arrivé de ça? L'arboretum, mais là, quand le gouvernement a pris possession du collège, bien là, on a arrêté, nous autres, de travailler. Les frères qui travaillaient à ça, ils ont arrêté. Mais moi, je continue pour le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est là que l'arboretum a été négligé passablement. Quel est l'avenir de l'arboretum pour conserver ça? Bien là, on fait partie de la société d'histoire, la société d'horticulture. Il y a une société d'histoire et d'horticulture à Saint-Bruno? Oui, d'embellissement aussi. Alors, on veut, avec l'entremise de la ville de Saint-Bruno, pour refaire l'arboretum. C'est de la vie à Saint-Bruno, hein? Vous voyez qu'il y a de la vie. Il va me parler de novembre tout de suite. Non, mais l'arboretum, ça va être sauvé, ça. On l'espère. Ça va devenir un parc? Ça va devenir quoi? Mais il est déjà dans un parc, mais il n'est pas connu, cet endroit-là. Mais quand il sera connu, là, avec comme les affiches, là, il pourra peut-être davantage être connu des gens. Donc vous, c'était, bon, les abeilles, l'apiculture, les arbres, l'agriculture, mais des poules, vous en avez vu combien à un moment donné? On a eu 4000. 4000 poules, je comprends bien. Mais vous continuez encore ça grâce, je suppose, à cette société d'histoire et d'horticulture, non? Ben, j'emmène des photos, mais les autres, je m'occupe plus de... Moi, je m'occupe du parc actuellement. Je fais de l'interprétation de la pomme à l'automne. Et puis cet hiver, ben, je vais au Vieux Moulin, là, faire plus ou moins l'interprétation de la nature. Donner des conseils aux gens, puis... Façon merveilleuse de prendre ça au retraite. Oui. Merci beaucoup, frère. On revient tout de suite. La télévision atteint plus de gens, plus souvent et avec plus d'impact que tout autre média. C'est ce que vient de révéler une enquête menée par Réalité canadienne pour le compte du Bureau de la télévision. Regardons de plus près ces résultats. Au Québec, parmi les adultes de 18 ans et plus, la télévision a une portée de 86%, c'est-à-dire 29% de plus que les journaux. La télévision est incontestablement la source principale de nouvelles, avec 43%. Les journaux sont loin derrière, avec seulement 28%. L'attitude des Canadiens envers l'autorité de la publicité est très révélatrice. 70% des adultes francophones considèrent que c'est la publicité télévisée qui fait le plus autorité. Au second rang se classent les journaux avec 20%. La télévision maintient sa place au sommet lorsque l'on considère le facteur crédibilité. Bien que les journaux suivent de près dans cette catégorie, il est pertinent de souligner leur faible portée et leur niveau de temps consacré peu élevé. Et l'influence. 86% des adultes francophones considèrent que c'est la publicité télévisée qui a la plus grande influence. Un fait à considérer lorsque l'on choisit le média d'une campagne publicitaire. Tous nos véhicules 86 doivent être liquidés. Quand t'as fini de manger, il n'y a rien comme un bon verre, un bon grand verre de lait. On n'a qu'un seul but, rester les meilleurs. Comme vous venez de le constater, c'est la publicité télévisée qui a la plus grande crédibilité, la plus grande influence et qui fait le plus autorité, et ce, avec plus d'impact que tous les autres médias. Gens d'affaires, pensez-y. Pour rejoindre le plus vaste auditoire partout en Mauricie, la publicité ACKTM le 13, c'est votre meilleur choix. Nous allons maintenant vous interpréter une très vieille mélodie, très populaire encore aujourd'hui, qui s'intitule « Que reste-t-il de nos amours » de Charles Trenet. Chanson
on accueille notre dernière invitée, c'est Yvonne Bellefleur que je vous invite à accueillir. Bonjour. Ça va bien? Moi, ça va très bien, vous-même? Ça va très bien, merci. Vous avez l'air étant de belle forme. Assez bien. C'est Mme Bellefleur qui dit avec beaucoup d'humour, je trouve, et elle a raison. Elle dit, si j'ai des rides, c'est pas parce que j'ai un certain âge, c'est parce que je ris beaucoup. Elle rit toujours, hein? C'est encore vous que je t'ai supposé interviewer, ce sera pour la prochaine fois. Non, mais c'est le même beau. C'est le même beau. Deux ensemble. Yvonne Bellefleur, ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les habitudes de vie, ça paraît à un certain âge. C'est comment les gens rient. Hein? Vous avez des jolis rires de sourire. Non, mais c'est important. J'aime beaucoup. C'est un gars qui passe sa vie comme ça, le vieux, conservateur, le vieux des films Baker quand il est mort, tu sais. Il a pas ri tout le temps. Vous avez des jolis. Les autres beaucoup au foyer. Ça a été un petit peu votre vie, ça, finalement. Oui. Hein? Beaucoup, oui. Il faut dire que Mme Bellefleur a commencé à travailler, je trouve ça un peu curieux. Ben, pas curieux. Mais quelle époque, Seigneur, à 12 ans. Oui. J'ai commencé très jeune. C'est un peu trop jeune, je trouve. Oui. C'était pas votre premier job à 12 ans? Ah bien... Fille de compagnie, déjà? Il y a une madame qui est venue à Cushing, de l'autre côté de la rivière, tout près de Oxford. Et puis, il y avait un château par là, puis elle voulait avoir 2 jeunes filles dans leurs vacances d'été. On est allé travailler là, moi puis ma soeur. Votre soeur, elle était plus vieille que vous? Elle avait 2 ans plus vieille que moi. Ah, cet âge-là, avec 14. Elle faisait la cuisine, puis moi, je servais la table. Au château? Oui. Et puis, on est allé là seulement 2 ans. Parce que j'étais obligée de partir de Montréal. Mais vous n'êtes pas resté là juste pour les vacances d'été, vous êtes resté là les 2 pleines années. Bien, elle nous a aimés, puis elle nous a emmenés à Montréal. On est descendu à Montréal. C'est des Anglais, ça? Oui. Mais il parlait un peu français. Là, vous avez appris à parler anglais couramment. Elle nous a aimés, puis elle voulait qu'on descende à Montréal avec eux. Vous êtes resté 2 ans. Oui. Vous saviez la table. Oui. Voilà. Vous avez appris à parler anglais couramment chez les personnes. Pas un mot. J'ai appris pour monsieur et madame Thornton. Ça, c'est une carrière chez les Thornton. Ah oui. Hein, vous dites ça qu'un joli sourire, c'est un beau souvenir. Oh! J'ai travaillé là 16 ans. J'ai travaillé fille de table, habillée en noir, des cols à dur, des poignettes, puis des petits tabliers, puis des frisettes sur la tête. Des quoi? Une frisette. Comme une sœur. Comme une sœur. Non, c'était pas comme une sœur. Costume. Ben, comme une sœur moderne. Oui. Comme une sœur entre Alors, les deux. j'ai travaillé là 16 ans. Vous êtes rentré là comment, d'abord? J'avais 17 ans. Puis vous avez vu comment vous êtes rentré? Comment on obtient ça? Oh, je suis allée chez ma tante, et puis j'ai regardé dans les journaux, puis j'ai vu fille de table demander. Alors, je me suis adressée là, et puis, quand je suis allée, j'ai pas dit mon âge, parce que j'ai dit, elle me prendra pas certain. J'ai dit plus bien que j'étais. Elle me regardait, elle dit, oh, you look rather young. Ça fait que... Donc, vous avez pris pareil. Elle m'a pris pareil. Puis j'ai été là 16 ans. Vous n'avez pas été 16 ans fille de table? Non, j'ai fait la cuisine après. J'ai été 6 ans fille de table, comme ça j'ai fait la cuisine. Madame Thornton m'a envoyé apprendre des leçons, puis j'ai fait la cuisine. Où est-ce que vous demeuriez à cette époque-là? Les Thornton, ça demeurait où, ça? Oh, c'est plutôt dans Côte-des-Neiges. Dans Côte-des-Neiges. Ça du monde très bien. J'ai arrivé là, je parlais pas un mot anglais. Et puis, j'arrive là, puis il y avait 2 Scotch girls là, qui parlaient pas un mot français. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Scotch girls? Là? Ben, il y en avait une qui faisait la robe de... Elle était fille de chambre, puis l'autre faisait la cuisine, puis moi, à la table. Il y avait du personnel? Oh oui, mais pour 4 personnes, il y avait 3, il y avait du personnel. Beaucoup. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qu'il faisait, M. Thornton, dans la vie? Oh, franchement, là, vous me demandez une chose, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il vendait des terrains? Non, il vendait pas des terrains. Il n'achetait pas des terrains, puis il ne vendait pas des terrains. C'était pas à mode à l'époque. Il ne faisait rien de tout quand j'étais. C'est quoi une journée chez les Thornton? Vous vous leviez à quelle heure? 7 heures le matin. Et puis, quand j'étais à la cuisine, là, 7 heures le matin,
le déjeuner pour les trois filles à 7h30. Parce qu'il y avait les demoiselles Thornton. Il y avait une demoiselle Thornton, puis un monsieur c'était 4. OK, papa, maman, le fils Oui, et la fille. oui. La fille avait votre âge, je suppose? Elle était plus jeune que moi. Un petit peu plus jeune. Oui, parce qu'elle est à l'école. Elle se faisait servir le déjeuner par vous. Oh oui. Était-elle bien agaçante? Oh non, elle était très bien. Très bonne pour moi. Non, mais je ne vois pas pourquoi je veux absolument qu'elle soit malheureuse. Elle était heureuse. Alors là, parce que Oh, j'imaginais... j'étais heureuse pour avoir resté si longtemps. Oui, mais j'imaginais la petite fille, comment elle se fait servir par une jeune fille. Elle était un petit peu comme ça. Oui. Oh oui, oh oui. Elle devait savoir quoi faire avec son petit doigt. Le déjeuner à 7h pour les filles le matin. D'accord, on y va. Ensuite, eux autres, leur déjeuner, ça commence à 8h30, ça allait jusqu'à 9h30. Ensuite, notre dîner à nous autres, c'était à midi juste, puis eux autres à 1h15. Puis ensuite, moi, il fallait que je fasse des pâtisseries pour l'après-midi, pour le thé. Il y avait toujours un thé à 4h. Des dames qui venaient prendre le thé. J'en connais-tu de ces dames-là? Vous? De réputation. C'était Madame qui venait, vous souvenez-vous? Oh non, des Anglais, des grosses malades. Des grosses madames. Oui, c'est bien. Ils sont pas maigres. Madame Molson, puis... Oui, Mme Molson tiens, est déjà venue. tiens. Puis moi, je suis allée là aussi. Il doit y avoir des femmes de ministres qui devaient aller là de temps en temps. Je sais pas. Non? En tous les cas, le thé à 4h, notre souper, nous autres, à 5h, puis ensuite, eux autres, à 7h15. Alors, je travaillais de 7h à 10h le soir. Oh, tous les jours. Ben, le dimanche, ça mange, ça, ces gens-là aussi. Oui, mais le dimanche après-midi, j'avais le droit de sortir après leur dîner. Le lundi après-midi. Le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi. Oui. Tu sais que c'est pas facile de rencontrer un garçon dans ces circonstances-là, à moins de marier le garçon de la famille. Oh non, il n'avait rien que... Ben, c'est assez. Mon Dieu, Yvonne, non? C'est là que j'ai rencontré mon Pierre. Oui? Oui. Dans cette maison-là? Non, non. Il n'avait pas le droit de venir là. Il est allé pareil. Oh non, pas lui. Oui, une fois. Pas lui, un autre. Ah, c'est un autre! Vous vous êtes fait prendre dans votre chambre avec un autre. Oh, la porte était ouverte. La porte était ouverte. Oui, oui. Il pleuvait, je sortais avec lui ce soir-là. Ouais. Et puis, il pleuvait tellement. J'ai dit, rentre dans ma chambre. Il pleuvait tellement, viens dans ma chambre, mon chou. J'ai dit, viens t'asseoir. Et puis, quand je descendais de ma vie, tu pourrais m'attendre plus loin. Alors, monsieur le garçon, il a passé devant ma chambre, puis il y avait un homme assis dans ma chambre. Vire de bord, monsieur. Est-ce que vous avez, le temps passe, il faut se sauver. Est-ce que vous n'avez pas été remercié à cause de ça? Ça vous a pas mis dehors? Non, mais seulement que je vous dis qu'elle sonnait pour moi, puis elle m'a demandé, Yvonne, is that your father, your mother, or your boyfriend? J'ai dit, c'est ma boyfriend, madame. C'est pas lui que vous avez marié? Oh non. C'est Pierre, vous avez marié. Oui. Et Pierre, je l'ai connu. Faut que je me sauve. Pierre a travaillé là aussi? Déjà? Hein? Une Ben chose oui, que je voulais dire, Faut moi. le dire tout de suite. Oui, pas- Je voulais dire un gros bonjour à tous mes amis où je demeure, au foyer, et puis à tous nos bonnes gardes malades, puis à tous les madames au bureau, je voulais leur dire un gros bonjour. C'est fait pour sauver de... C'est vrai qu'elle a... Hein, c'est pas rien qu'elle a ses rides, là, c'est parce qu'elle rit. Merci beaucoup, Yvonne. La semaine prochaine, il faut vous dire tout de suite, hey! La semaine prochaine, pour s'amuser, on vous présente quelque chose qu'on a intitulé un peu les fous du stade. C'est-à-dire des gens d'un certain âge qui font du sport de façon extraordinaire, et aussi dans le studio, des gens qui font du sport un peu comme nous, beaucoup plus raisonnablement, et qui le font pour leur plaisir, pour leur santé. La semaine prochaine, c'est sur le sport. Vous pouvez vous applaudir, vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup. C'est une énumération absolument prestigieuse que nous avons aujourd'hui. C'est un bouquet. Peut-être que parce que je sens le printemps qui s'en vient. Mais parlant de sentir, je
vois pas où est-ce que serait Pierre. Où est-il? D'habitude, on le voit un petit peu partout dans le studio, mais là, je le trouve pas. Pierre! Madame Lapointe! Pierre, j'ai besoin de vous. Où êtes-vous? Henriette! Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis à la menuiserie, Madame Lapointe. Avez-vous changé de job, Pierre? Henriette, un instant. Henriette, veux-tu te taire un instant, Madame Lapointe me parle? Viens lui dire bonjour au moins. Bonjour, Henriette. Henriette, Henriette! Elle est tannante, hein? Mettez-en. Je suis en train de construire la niche d'Henriette. Je vois que vous vous amusez beaucoup, Pierre. Et terriblement. Henriette, as-tu des... Regarde un arbre de Noël! Pas un arbre. Un arbre de Noël! Pas dans une niche, un arbre de Noël. Pas un totem non plus. Un petit palmier, peut-être, avec ça? Un panier, je crois! Un panier! Oh là 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 là! C'est un panier! Ça te va? Est-ce que ça te va, un panier? C'était une farce. Ah, Est-ce que tu veux m'aider à faire la niche? Bien sûr. Bon, mais pourquoi tu m'aiderais pas? Oh, d'accord. Je vais Depuis- aller chercher les outils. La 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 la. Ça va, Votre assistant menuisier est très Ben oui, brillant, mais hein? je m'excuse. Ouais, je vais revenir, Madame. Oui, oui. J'ai trouvé un cadeau pour toi. Oh. Veux-tu arrêter? Bon, va me chercher le marteau et va me chercher la scie, s'il vous Bon, plaît. d'accord. Mes planches. Excuse-moi, mes planches. Ça commence bien des planches. Ça sera pas là. Ah. Tiens, Oui, voilà la scie. la scie. La scie. Ça, c'est un marteau, Henriette. Un marteau. Mais c'est pas ici. Pas tout à fait pareil. Ici, c'est pour couper. Bon, d'accord, j'arrive. Madame Lapointe, vous ne pouvez pas venir. Savez-vous, Pierre, vous avez l'air à tellement bien vous arranger avec Henriette que je vais vous laisser tout seul. J'aime beaucoup travailler avec Pierre. Et pour les enfants à la maison aussi, nous allons vous montrer comment on cloue Henriette. D'accord? Oui. Henriette. Avec la scie, non? Pour faire ça. Oui, j'ai les clous. Bon. Si on fait des éclats, Pierre, il va falloir avoir du savon. Henriette, c'est pas ça. C'est pas ça. Tiens le petit marteau dans ta main. Bon, Je vais prendre les petits clous dans ma main. j'attrape le marteau. Pierre. Voilà. Oui. Pierre, Oui. je sais pas, moi, mais il me semble que je le clouerais moi-même. Non, il n'y a pas de problème. Je vais Non. montrer à Henriette comment faire. Je vais Parce que- apprendre. Henriette, C'est ça, faut qu'elle apprenne. on met les Ouais. deux pièces de bois. Avant, il faut mettre de la colle pour que ça tienne comme faut, évidemment. De la colle pour que ça tienne comme faut. Et habituellement, on perce un petit trou avec une vrille pour empêcher le bois de fendre. Vrille? Qu'est-ce que c'est qu'une vrille? C'est pas dangereux? C'est un moine électrique. Aussi bien le dire en termes clairs. Un moine électrique. Je vais aller m'en chercher un. Non, Henriette, reste ici. Regarde le petit clou-clou. Le petit clou-clou. Ça peut aller cheveux dans la figure, là. Merci. Bon. Alors, avec le petit marteau, tu enfonces le clou d'un seul trait pour bien fixer les deux planches ensemble. Bon. Ah, je donne un bon coup. Oui, comme je t'ai montré tout à l'heure. Mon pauvre Pierre. Oh, chatte. Madame la... J'aurais dit donc vous écoutez, vous. Henriette, si tu continues comme ça, t'en auras pas de niche. Madame Lapointe, à suivre, il y a Madame Minou qui s'en vient avec l'astrologie, puis il y a aussi Claudette Dion. À tout à l'heure, dans 60 secondes. La bise. Depuis déjà 10 ans, la Mauricie est enrichie d'un centre de matériaux et quincaillerie remarquables, Touche à tout, un nom synonyme de qualité et d'économie. Située à Trois-Rivières-Ouest, au croisement des principales artères de la région, cette entreprise de gros et de détail a vite su s'imposer auprès des entrepreneurs et des autoconstructeurs. Comptant 6 employés au début de ses activités, Touche à tout, dirigé par son président, M. Roy Senville, regroupe aujourd'hui 35 spécialistes répartis dans divers départements. Touche à tout offre aux éventuels bâtisseurs un choix de 1500 plans de maison, un bureau d'estimation et de conseil technique, ainsi qu'un service de livraison et de coupe de matériaux. Touche à tout jouit d'un immense pouvoir d'achat, ce qui lui permet d'être le plus compétitif. Son vaste inventaire de marchandises et la qualité de ses services ont fait de l'entreprise un meneur dans le domaine de la construction et de la rénovation. Avec raison, Touche à tout, le premier choix des constructeurs. La réussite, ça se communique à Chem Télé 8. Pierre, est-ce que vous êtes bon dans le bricolage habituellement? Habituellement, oui, mais là, c'est parce que je me suis fait mal, je pense, un petit peu. Là. Un petit peu, genre Ben, tout un doigt. J'ai emmené des clous.
Non, moi, je suis pas bonne du tout, Pierre. Non. Prends pas de chance. Mais là, j'ai laissé Henriette. Je pense qu'elle va travailler un petit peu seule. J'ai montré un petit peu. J'ai hâte de voir le résultat. Parce que là, je vous dis... Quand on entendra des hurlements, il faudra peut-être qu'on aille. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais aller voir. Bien, aujourd'hui, ce ne sera pas des hurlements. Non. Et vous savez qu'elle nous arrive toujours avec quasiment le tonnerre et les éclairs. Hein? Grand fracas, je dis. Grand fracas. Grand C'est fracas. très bien. Alors, chers téléspectateurs, voici nul autre que Madame Minou. Bravo! Oh, grand fracas, bonjour. Bonjour, Suzanne. Allô, Mine. Allô, Mine. Comment, il n'y a pas la boucle de la paix aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la vague océanique. Ah, oui. Et en l'honneur de quoi? Parce que c'est comme ça. On est dans le haut d'une vague ou dans le creux d'une vague? Le haut. Et vous savez, quand il neige puis il fait froid, on ferme nos yeux et on pense à la mer. On pense qu'il y a du monde près des palmiers. On se fait le palmier. Des fois, ça marche. Mais ça réchauffe intérieurement. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous bonne en bricolage, madame? Non, moi, non. Non, si tu veux briser une maison, tu me fais appel à mes services dans 3 secondes. Justement, je vais vous faire rencontrer Henriette tantôt. Ça va être au bout de... C'est des gants blindés dont elle a besoin. Ça va tenir debout. Ah, si vous vous en mêlez. Madame Minou, ma très chère, vous savez que nous avons une auditrice qui a gagné aujourd'hui la chance de faire sa carte du ciel. Bien, oui. Elle est au téléphone. Il s'agit de madame, j'ai pas de mémoire, madame Laurette Bellil, qui est au bout du fil. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Alors, vous allez écouter ce que madame Minou va dire de votre carte du ciel. Eh bien, c'est une madame qui a le soleil et Mercure en bélier. Au départ, elle est vivante. Hein? Elle est bien centrée, elle, dans l'existence. Puis elle rentre dans une période de chance, puisque Jupiter, à partir du mois de mars, est dans le bélier. Alors, elle rentre dans une période d'efficacité et de chance. Ça se peut qu'elle reprenne des études ou ça se peut qu'elle s'intéresse à des choses tout à fait nouvelles qu'elle ne s'intéressait pas dans le passé. Elle a une lune en taureau. Ça équilibre parce qu'elle a une carte du ciel très, très, très active, mais aussi très audacieuse. Parce qu'elle a du bélier puis du gémeaux. Elle a 3 planètes en gémeaux, Uranus, Mars, Saturne. Et Uranus fait face à ça toute l'année. Puis donc, madame, vous êtes dans un tournant de vie incroyable. Et en plus de ça, c'est en gémeaux. Ça se peut qu'il y ait des choix à faire ou qu'elle ait plusieurs choses totalement différentes à vivre au cours de l'année. C'est une personne qui ne s'ennuiera jamais. Elle a extrêmement beaucoup de planètes en signe positif. Ça veut dire qu'elle tire parti de toutes les situations, cette personne-là. Ouais. Quoi qu'il arrive, elle en tire parti. Elle a Pluton, Jupiter en Lion. Elle va se sentir bien exagérée en 1987. Des beaux aspects de Jupiter. Il y a des projets qu'elle avait dans le passé qu'elle n'a pas pu faire, qu'elle va pouvoir faire. Et puis, elle va se sentir revivre. C'est très, très, très bon. Elle a Neptune en balance qui fait une opposition au Soleil. Faire attention à la santé. Peut-être un petit manque de sommeil ou un petit problème de sommeil présentement, sans que ça soit dramatique. Et elle a Saturne carré Vénus cette année, ce qui veut dire que cette personne, cette année, va se détacher de plusieurs choses. Ça peut être de certaines personnes, comme ça peut être de certaines idées, mais il y a des choses qui étaient extrêmement importantes pour elle qui ne le seront plus. Il y a une grosse évolution dans sa carte. Puis, de toute façon, c'est une personne positive, c'est quoi qui arrive. Elle a un amour de la vie, puis la vie est de son côté. Bon, ben, c'est quand même pas mal. Oui. Madame Bellil, vous savez que tantôt, on va revenir avec vous et puis vous allez pouvoir poser des questions à Madame Minou. Oui. D'accord? Alors, vous restez avec nous. Et Pierre, vous savez que je lui réserve une surprise pour la semaine prochaine. J'aime mieux le prévenir comme ça devant tout un pays. Pierre, si j'étais vous, je ferais la semaine prochaine, vous avez une grande émotion sur l'émission. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, mon cher Mine. Oui, mon Minou. Oui, je crois pas à ça, l'astrologie. Minou, c'est pas parce que tu crois pas à l'électricité qu'elle n'est pas là. Tu vois pas les fils, là, dans... C'est un peu comme les clous puis les marteaux. Pour la menuiserie, ça va, mais l'électricité, c'est notre affaire, ça. OK. Bon, OK. Alors, la suite au prochain numéro. Vous savez que Claudette Dion, elle m'a dit qu'elle a fait un pèlerinage au cimetière Pierre-Lachaise, et elle a fait comme moi, elle est allée voir la tombe d'Édith Piaf. Elle a ressenti des vibrations aussi. D'ailleurs, elle chante une des plus belles chansons d'Édith Piaf. Non, je ne regrette rien. Claudette Dion.
payer, balayer, oublier. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, chagrin et plaisir. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Claudette, c'est tellement beau. C'est magnifique. C'est vrai que c'est une belle chanson. Et je pense que c'est peut-être une de ses plus belles chansons. Je pense que oui. Puis est-ce que je peux vous dire quelque chose? C'est Oui. vous qui êtes supposé parler de vous, mais les gens qui ont chanté un peu comme Piaf, ou qui ont chanté Piaf, en général, ils ont tendance à imiter sa voix. Et vous, vous avez votre voix qui ressemble un tout petit peu, mais vous gardez votre voix, ce que je trouve extraordinaire. Oui, j'y tenais énormément parce que je pense que ce qui fait un personnage, finalement, c'est qu'on rend des chansons avec notre vécu à soi, ses amours Oui. à soi Oui. et ses images à soi. Alors, je pense que c'est ça qui fait que c'est plus personnel. Et c'est un hommage qu'on voulait lui rendre. C'est pas de prendre ses textes ou essayer quoi que ce soit. Non, de l'imiter. C'est pas une attaque, D'accord. pas une imitation non plus. C'est un hommage. Claudette, Alors, comment vous avez trouvé ça, le cimetière du Père-Lachaise? moi, ça m'a extraordinaire. dérangé dans le sens où j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais un petit peu peur. Je pense pas que c'est un endroit qu'on met sur notre route, notre feuille de route, dire, bon, quand j'irai à Paris, un jour, j'irai visiter un cimetière. Non. Je pense pas qu'on décide un jour de faire Mais on ça. manque quelque chose si on va On pas au manque quelque chose, Père-Lachaise. parce que même si c'est un cimetière, j'ai trouvé ça très vivant et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'histoires. C'est autre chose à comparer à nos cimetières ici. Ça C'est m'a impressionnant dérangé. quand C'est on voit la très tombe des impressionnant. grands qu'on a toujours admirés, Ah, qu'on a oui. lus, qu'on a chantés, Oui, c'est ou qu'on vrai. a joué. Claudette Montignan. OK, brillante, Henriette. Je suis certaine qu'elle aura une nomination Ouais. pour un Oscar. Henriette Laniche. Ah, d'accord. On a de la belle et de la grande visite à Québec. Madame Mila Mulroney, la première dame du pays, s'en vient tout de suite après ceci. Une femme chaleureuse, bref, une femme. Et par surcroît, c'est la femme du premier ministre du Canada, Madame Mila Mulroney. Bonsoir. Les femmes, toutes les femmes de la province se demandent comment vous avez rencontré votre mari. Ah, j'ai rencontré mon mari. Vous savez, il habitait Québec Oui. pendant ces années universitaires. Moi, j'ai rencontré mon mari autour d'une piscine pendant l'été de À Québec? 72 à Montréal. À Montréal, autour d'une piscine. Oui. Je vous demanderai pas qu'est-ce que On vous se feriez là. racontait, c'est l'été. Parce qu'avant l'émission, Mme Mulroney m'a dit que tout ce que je lui demandais, c'était ses secrets. Vous êtes marié, bon, vous, à ce moment-là, vous n'aviez aucune idée que votre mari irait en politique. Non, on parlait. Mon mari s'est toujours Intéressé? intéressé, oui, en politique. Mais pour moi, c'était seulement des mots. Oui. Vous savez, après, d'essayer... la vie politique, pour moi, c'était seulement peut-être dans les rêves ou Oui. aussi dans mes pensées, mais c'était pas
Et quand ça a été une décision de se lancer en politique, est-ce qu'il vous a consulté? Mais oui, c'est une décision Vous avez familiale. dit, Mais non, on a pensé parce que vraiment, on a des... on gagne puis on perd aussi. Et on a parlé beaucoup, puis on a décidé vraiment une chance comme ça. C'était trop excitant, très... Puis les enfants, à ce moment-là, quand votre mari est entré en politique, les enfants étaient presque tous nés. Vous en aviez 3. Est-ce que les enfants ont leur mot à dire? Parce que j'imagine que ça doit être assez dur d'avoir son père en politique, et pas seulement un député, mais vraiment très haut placé et très occupé, et sa mère qui doit aussi être très occupée aussi. Les enfants, comment ont-ils réagi? On n'a pas tellement discuté avec les enfants. Vous savez, les enfants ont été si jeunes. Et je pense qu'on était chanceux. Chanceux parce que les enfants, à cet âge, ça déménage facilement. Et on a trouvé que le changement n'était pas difficile pour les enfants. L'ajustement, pas du tout. Et maintenant, Caroline a 12 ans, s'intéressait beaucoup en politique. Mais les enfants... Déjà? Déjà, à 12 ans. 12 ans. Mais les garçons sont... Je pense que c'est plus difficile pour les garçons. Parce que c'est quand même, c'est leur père. Les filles sont plus agréables avec l'autre fille, des filles. Mais les garçons, ils ont quelques mots contre leur père qu'ils écoutent. Et ils n'aiment pas la politique tellement. Mais quand on vit à Ottawa, dans une résidence comme vous avez, qu'est-ce que c'est la vie de famille? Est-ce qu'il en reste une? C'est la même chose que, je pense... Oui, on est... quand on ferme la porte, vous savez, Oui, on peut la fermer? Mais oui. On était une famille, je dis assez normale. On se préoccupe avec tous les mêmes problèmes que toutes les autres familles. L'éducation de nos enfants, les vacances, le temps qu'on peut passer. Parce que quand même, les gens qui travaillent, on doit faire des plans, des projets d'avenir avec les enfants. Et peut-être c'est le seul sacrifice qu'on fait. On passe pas assez du temps avec les enfants. Puis est-ce qu'ils peuvent avoir des amis à la maison? Oui, on est toujours plein des enfants à la maison. Parce que je préfère d'avoir les enfants chez nous pour que je peux les rencontrer. Oui. Et vous savez, la maison est un peu l'extension du bureau. Et mon mari passe beaucoup du temps, les après-midi, il fait ses travaux à la maison. D'accord. Et ça arrive très souvent, paraît-il, que vous ayez des réceptions très protocolaires et qu'il y a des jouets, j'allais dire, qui traînent. C'est pas un beau mot. Non, je comprends. Et qu'il y a des jouets où que les enfants se mêlent à la conversation et au repas. Et vous avez un chien aussi dans tout ça. On a un chien, ce qui s'appelle Clover, parce qu'on a essayé de trouver un nom pas si humain. Clover, ça n'appartient pas à des personnes que je connais. Pas comme Henriette. Et un Clover, mais je trouve que ça va très bien, parce que n'importe quand les enfants retournent à la maison, les portes sont ouvertes. Si papa est en meeting... Ça fait rien. Ça fait rien. Est-ce que ça a créé des fois des incidents amusants, sûrement, parce que même les grands chefs d'État aiment beaucoup les enfants, surtout ils doivent aimer être interrompus une fois de temps en temps par un enfant. Est-ce que ça s'est arrivé? Oui, mais je peux vous dire que peut-être nos enfants sont plus protocolaires que nous. Ah oui? Ah oui. Les enfants sont très... je ne sais pas si c'est leur respect, mais disciplinés. Oui. Étiez-vous une jeune fille disciplinée dans votre tendre jeunesse, parce que vous êtes très jeune, mais encore plus jeune? Peut-être vous devez demander à ma mère. Oui. Je pense que parce que je suis la première, premier enfant, et je pense que peut-être oui. Plus que les autres de la famille, l'aîné. Et votre mari, est-ce qu'il est sévère avec les enfants? Je pense à sa fille qui a 12 ans. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et mon mari dit, mon Dieu, que les enfants sont faciles. Là, j'ai dit, oui. Est-ce que je peux sortir? Oui, Caroline. Est-ce qu'on peut inviter des enfants? Oui, les enfants. C'est maman qui dit, non. Ah bon, non, elle peut toujours oui. Mais oui, c'est facile. Souvent, quand les enfants sortent, je sais que vous aimez beaucoup, vous intéressez beaucoup à la mode, vous êtes toujours très élégante. D'ailleurs, tous les journaux et tous les gens admirent beaucoup votre élégance. Est-ce que c'est difficile, quand on est une femme, on a été une femme ordinaire qui magasinait tant qu'elle voulait, allait où elle voulait, et qu'on doive sortir de la maison toujours entourée
vous pouvez quasiment pas aller dans un magasin et dire ça, je le prends pas ou ça, j'aime pas. Ou... Je pense ça se fait encore? Non, oui, ça se fait encore. Oui. Mais pas dans les mêmes circonstances. Mais je sors un fois chaque mois. Ou, quand on dit entouré, on sort parfois avec nos enfants. J'ai un GRC avec moi et une voiture. Et c'est pas difficile. Ça change pas beaucoup. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de vous mettre une perruque blonde et puis Oui. Mais pas encore. Ça viendra. Vous vous intéressez à la mode. Est-ce que, en tant que femme du premier ministre du Canada, vous portez surtout des vêtements de couturiers canadiens ou si vous achetez un peu partout? Oui, la plupart, parce que pour les visites officielles ou des dîners, la plupart, c'est les vêtements canadiens. Est-ce que quand vous voyagez, vous représentez le Canada, la femme canadienne? Oui. Ça doit être agréable quand vous voyagez aussi d'être la représentante des femmes du Canada? Vous savez, le Canada est bien aimé. Oui. Et on voit qu'on rencontre d'autres chefs d'État ou chefs de gouvernement. Et on voit comment... et maintenant, les femmes sont incluses beaucoup plus. Je trouve, on voit avec Mme Gorbatchev, on voit avec Mme Reagan, on voit avec Mme Mitterrand. Ils sont beaucoup plus impliqués. Et c'est bien parce qu'on partage beaucoup des mêmes choses. Donc, ça crée des sujets de conversation. Parce qu'une chose qui nous fascine, nous, du monde ordinaire, c'est que quand vous êtes dans des dîners officiels comme ça, je me dis toujours de quoi elles peuvent parler. Vous avez des intérêts communs. On parle de tout. Oui. Comme on a retourné d'une visite en Afrique. Oui. C'était fantastique. Triomphal. Oh, c'était fantastique. Oui. On a rencontré un côté du Commonwealth, un pays du Commonwealth, et un autre pays de l'Assemblée de la francophonie. Oh, c'était formidable. Mais les femmes ont toujours des enfants, les problèmes d'enfants, aussi des problèmes vis-à-vis les femmes du pays. Parce qu'au Sénégal, vous savez, 80% des femmes travaillent dans le secteur agricole. Et on a parlé beaucoup des sujets. Parce que les femmes, maintenant, elles font tout. Hein? Oui, c'est vrai. Tout. Vous, personnellement, vous vous occupez d'une œuvre très méritoire, la recherche sur la fibrose kystique. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a 2500 personnes qui sont en train de mourir, d'enfants à ce moment. Et on est très avancé en recherche. On est numéro 1 au point de vue de recherche mondiale. Ah oui? Et on doit être très fiers de ça. Et vous voulez que ça le reste comme ça? Je veux que ça reste comme ça. Et je veux, vous savez, qu'on trouve une façon de guérir cette maladie affreuse. On n'a pas des boundaries. D'accord. Ça change. En terminant, Mme Mulroney, ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins comme femme du premier ministre du Canada? Le moins, c'est parfois peut-être que je ne peux pas faire des choses avec mes amis et ma famille. Ça me manquait un peu. Vous savez, c'est comme quand je veux parler à ma mère, c'est pas si facile, ou mes amis. Oui. C'est la seule chose qui me manquait un peu, parce qu'on est très occupés. Et la chose que j'aime le plus, c'est que, comme cette visite en Afrique, on a vu un côté du monde que peut-être, si on n'était pas dans cette position, j'aimerais... une expérience que vous n'auriez jamais vécue. Madame Mulroney, merci beaucoup. Vous avez été charmante de nous visiter et je suis certaine que toutes les femmes du Québec maintenant vont vous aimer encore plus et vous admirer encore plus. Merci. Merci. Le succès lui court après. C'est Patrick Normand qui nous arrive dans un moment à Via Québec. Restez là. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Non. Vous voulez faire un gag qui est passé. Vous n'êtes pas sérieuse.
Mais là, j'ai dit, ils vont dire, ça n'a pas de bon sens, Ouais, exagère. La prochaine fois. Peut-être, hein? J'aurais pu dire vidéocassette. Mais le plaisir de recevoir, je suis sûr que les Mandronés reçoivent beaucoup à la maison. Oui, mais c'est certaines qui savent comment. Aussi, ça c'est vrai, par exemple. Mais alors, chers téléspectateurs, si vous voulez recevoir aussi bien que les Mandronés, la vidéocassette. Bon, taisez-vous, arrêtez de vous moquer de moi, là, ça suffit. Il y a là, Mme Chabot, vous connaissez peut-être pas Mme Chabot, mais à CJRP, Mme Chabot, elle fait l'émission avec moi des fois. Oui, je l'ai déjà entendu. C'est une grande admiratrice de notre prochaine invitée. D'ailleurs, elle va être jalouse de savoir qui est à mon émission, je veux dire notre émission, la vôtre, celle de Michel et la mienne. Et on va l'entendre chanter en plus. Une chanson qui est absolument extraordinaire. Vous la connaissez, vous connaissez l'air, mais vous ne connaissez pas la nouvelle chanson qui s'appelle Only Love Sets You Free. Patrick Normand. So you say, you feel your foolish heart is turning upside down, and you see your love affairs keep right on going round and round. Don't be blue, you're not the only lover longing for a friend. Keep your faith in love, look inside your heart, and you will understand. They say it's hard to be in love eternally, but all broken hearts agree, only love sets you free. You and I, we know down deep inside life's not a fairy tale. We get lost and feel so helpless on a ship without a sail. So take care, don't let your right to happiness escape, my friend. Keep your faith in love, look inside your heart, and you will understand. They say it's hard to be in love eternally, but all broken hearts agree, only love sets you free. Like a song that makes it to the top and then just fades away. Then again, someone just comes along and brings it back someday. Every time it fills your heart with those unwanted memories. Keep your faith in love, look inside your heart, you will understand. They say it's hard to be
Patrick, c'est tout gagné. Ah. Aïe, aïe, aïe. Julio peut aller se rhabiller. Alors, bien. Ça va, oui. Allez, oh mon Dieu Seigneur. Je suis obligée de mettre mes lunettes pour avoir l'air de mon âge. Oh, non. Patrick, c'est magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que je me trompe, mais on dirait que l'orchestration est différente de l'autre, hein? Elle est un petit peu différente. On a changé un peu belle, les chœurs, oui. On a rajouté d'autres chœurs. C'est pas la même chose qu'en français. D'autres chœurs, hein? Les filles qui chantent, sont-tu belles, les filles qui chantent? Est-ce que tu aimes les femmes, cher? Es-tu un amateur? Je dois vous avouer que c'est ma grande faiblesse. Oh, ou ta force. Ou ma force. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Patrick, raconte-nous donc un peu comment ta vie se passe en ce moment-là. Ça c'est entouré de promotion pour ce nouveau 45 tours, mais qui est tiré d'un long jeu? C'est tiré de l'album Quand on est en amour. On les love set soufflé. On est en train de tout travailler. On va sortir l'album en anglais. Ça va sortir pour la mi-mars. On vise le Canada anglais, les États-Unis, l'Europe. On a des réactions extrêmement positives, extraordinaires. Mais il paraît qu'en français, ça s'est vendu à 150 000. On approche 140 000. On est rendu à 140 000 copies. Là, étant à la télévision cette semaine, ça va aller à 150. Ouais, je suis l'autre du mille. Fais-moi pas mentir. Non, mais ça va très bien, par exemple. C'est un succès sans précédent, alors. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Le dernier à qui c'est arrivé où on a décerné un disque platine, c'était à Claude Dubois en 82, avec son album sorti. Disque de platine, c'est 150? C'est 100 000. 100 000. Oh! 100 000, OK? C'est assez. Et puis, c'est ça, en 82 avec Claude Dubois, c'était pas arrivé depuis ce temps-là. Nous autres, on approche les 140 000 copies de vendues. Je peux-tu te demander ou vous demander une petite question personnelle? Quand on est un succès, comme ce que vous faites, là, comme homme et comme chanteur, et qu'il se passe des grands trucs qu'on n'est pas invité, je pense à les spectacles internationaux de Rendez-vous 87, est-ce que ça fait mal un peu ou bien si on s'en fiche? Ben non, c'est parce que ça fait pas mal. Ça va aller l'année prochaine. Il va y avoir d'autres événements. On raisonne comme ça. Ben oui. Et puis, c'est tout simplement qu'on a beaucoup de travail et puis on n'aurait peut-être pas été capable de le faire de toute façon. Non, c'est vrai. C'est très positif. Mais de toute façon, passer à l'émission Via Québec... c'est toujours un plaisir. C'est peut-être pas vu internationalement, toujours mais... un plaisir. Oui, c'est parfait. Mais la magie en passant, on souhaite... La magie de cette chanson-là, c'est qu'on l'écoute en anglais puis on se surprend à fredonner les paroles en français. On l'a entendu et on veut encore la réentendre. Les gens l'aiment en anglais aussi. On a été à la TUC la semaine dernière et puis les gens... Je venais de chanter ma chanson Quand on est en amour. Et puis les gens la demandaient en anglais. C'est pas arrivé encore. Non, pas encore. J'ai voulu chanceler un petit peu, par exemple. J'aimerais ça que ça arrive. Vous êtes pas loin, vous, là. Ben oui. Donne-moi un petit peu que je me sente faible un peu. They say it's hard to be Aïe, aïe, aïe. in love eternity. Ah ouais? OK. Merci, Patrick. Les Dion nous arrivent, évidemment, pour la fin de l'émission à Via Québec et Mme Minou avec un paquet de cartes du ciel haut comme ça. C'est la suite dans un moment. Pour matérialiser un rêve ou réaliser ses ambitions en affaires, il faut du financement. Que ce soit pour épargner ou emprunter, on recherche les meilleurs taux et la sécurité. Solidement établi dans les grandes régions du Québec depuis plus de 30 ans, le réseau des caisses d'établissement vous est facilement accessible. Cette institution financière de type coopératif est à l'origine de la prospérité de nombreux individus et entreprises. Des services qui s'étendent jusqu'au courtage immobilier, rire collectif et autogéré, évaluation et assurance, et même des prêts pour le développement. Avec un actif dépassant le quart de milliard, le mouvement des caisses d'établissement est une force économique pour votre région. Et surtout, ce qui le distingue des autres institutions financières, c'est son mode de fonctionnement avec rencontres personnalisées. Bâtisseurs convaincus, les caisses d'établissement élargissent leurs activités et visent le rendement maximum, ce qui se traduit par un éventail de services de plus en plus diversifiés. Les caisses d'établissement, un bâtisseur présenté par Chem Télé 8. Dans la région, un seul marchand de tapis vous offre toujours plus. Lucien Henner Tapis. En février, Lucien Henner revient avec sa super vente 4 pour 1. Oui, 4 pour 1. Comprenant la pose gratuite, le sous-tapis gratuit, les moulures gratuites et la colle gratuite. Des milliers de verges de tapis et prélards, sélectionnés dans un choix impressionnant. Une occasion sans pareil pour économiser.
Profitez-en au plus tôt. Lucien Henner Tapis, 157 rue Lorette, Cap de la Madeleine, à l'arrière de Jean Coutu. Le style,